Et sans plus attendre, je vais maintenant donner la parole à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de l'Algérie. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Je représente donc ici le gouvernement algérien et je représente également ma collègue au gouvernement, Madame Nouara Jaafar, qui est chargée de la condition des femmes qui se trouvent prises dans un engagement à Addis Abeba dans le cadre de l'Union africaine. Je suis là également pour participer à cette expérience, à cette initiative et à cet échange surtout, parce qu'il me semble que c'est davantage un échange. Et je voudrais apporter ma contribution, je voudrais apporter ma contribution sur l'expérience qu'a vécue l'Algérie avec, dans ce dialogue Nord-Sud, mais également avec les pays amis donc, de l'Union du Maghreb arabe. Je voudrais rappeler, pour ici, c'est dommage qu'aujourd'hui mon amie Sana Ben Achour ne soit pas là puisqu'elle est prise en Tunisie avec les élections, qu'il y a eu dans les années 94, après la conférence, au moment de la conférence de Pékin, un collectif qui s'était constitué, qui s'appelait Collectif Maghreb Égalité, et qui tendait un peu ce qu'est en train de faire l'Union européenne actuellement, la clause de l'Européen la plus favorisée. Nous avions essayé de le faire, nous, à l'échelle du Maghreb, pour voir la clause de la maghrébine la plus favorisée. Et le collectif Maghreb Égalité, dont je voudrais aujourd'hui saluer le travail qui a été fait par les camarades marocaines, tunisiennes, algériennes, mais quelques mauritaniennes aussi et quelques libyennes qui y avaient contribué. C'était un travail militant, mais aussi un travail académique. Ce travail a été relayé également par ce qui avait constitué à l'époque un réseau de femmes chercheurs sur l'histoire des femmes en Méditerranée. Ça permettait de comprendre le passé, plutôt interroger le passé, comprendre le présent et se projeter sur le futur. On ne peut pas comprendre la situation des femmes aujourd'hui dans le monde arabe si on ne sait pas d'où elles viennent et si on ne sait pas quelles sont les logiques et les représentations idéologiques. J'entendais ce matin à cette tribune l'étonnement de voir pourquoi tous les dispositifs qui sont mis en place, tout l'effort qui est mis pour l'éducation, et pourquoi les femmes n'émergent pas. Alors on nous dit que c'est une question de mentalité. Pourquoi il y a cette mentalité? Et j'entendais tout à l'heure un cri du cœur de mon ami turc pour dire mais la Turquie, ce n'est pas uniquement ce que l'image occidentale veut nous donner. Je crois qu'il y a que quelque part aussi, dans le regard que nous portons sur les autres, quelque part de l'ethnocentrisme. Donc on voit les autres à travers nous-mêmes. Et c'est peut-être un petit peu l'erreur. Les autres ne peuvent pas fonctionner au même rythme, ni dans le même mouvement. L'histoire n'est pas mécanique. L'histoire a des contraintes. Et nous vivons cette histoire avec ces contraintes. Je voudrais également rappeler une rencontre qui a eu lieu à Alger, juste à la fin de la période qu'a vécue l'Algérie du terrorisme et de l'islamisme et de l'intégrisme. Nous l'avions appelée Alger, capitale des libertés. Et elle avait regroupé des femmes du monde entier. Il y avait des Afghanes, il y avait des Pakistanaises, il y avait des Iraniennes, il y avait bien sûr le Maghreb, il y avait des Égyptiennes, il y avait des Européennes. Et je me rappelle à cette occasion, Anne-Marie Lizin, qui était députée européenne, avait lancé une espèce de déclaration d'Alger en disant il faut aller vers la mondialisation des droits des femmes. Alors c'est autour de cette interrogation, moi je la lie à cette initiative. Comment arriver à une mondialisation des droits des femmes, tout en gardant à l'esprit qu'il y a des combats locaux à mener, des combats nationaux à mener. En ce qui concerne l'Algérie, je donnerai juste quelques repères et je reprendrai la conclusion de Madame la ministre qui a dit que quand on forme une femme, c'est la société qu'on forme.
en 1936, en pleine colonisation, un de nos leaders, qui n'était pas considéré comme moderniste, Abdelhamid Ben Badis, qui faisait partie de l'association des ulama, donc de l'élite religieuse, avait lancé les écoles libres et avait, dans ces écoles libres, instauré un enseignement obligatoire et gratuit pour les filles en 1936. Parce qu'il considérait, il le disait, que la mère, c'est la première école. Et lorsque l'on forme bien la mère, on a bien formé la société. Donc ceci pour dire qu'en Algérie, l'éducation est primordiale et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'effort de l'État qui a porté sur l'éducation, nous avons aujourd'hui 97% de filles qui sont scolarisées. Nous avons de la parité qui est inversée, puisque aujourd'hui, à l'université algérienne, et je ne parle pas des grandes villes, nous avons 58 universités, centres universitaires à travers toute l'Algérie. Je parle de l'Algérie profonde, du sud, et nous avons là-bas des proportions de 68% d'étudiantes. Et ça, c'est réellement un effort qui a été fait et qui nous interpelle aujourd'hui, parce qu'elles sont parmi les plus diplômées. Et aujourd'hui, nous avons des secteurs largement féminisés. Nous avons la magistrature, nous avons l'éducation, nous avons la santé, mais nous avons aussi la protection civile, nous avons aussi la gendarmerie, nous avons aussi la police. Donc il y a un certain nombre de secteurs où les femmes sont majoritaires et des secteurs nouveaux, l'émergence de la femme dans la sphère économique en tant que chef d'entreprise, en tant que cadre, à travers tous les dispositifs qui sont mis en place. Du point de vue de l'encadrement législatif et réglementaire, les efforts qui ont été faits par l'Algérie d'abord commencent par la Constitution, puisque la Constitution algérienne reconnaît l'égalité entre les hommes et les femmes. La Constitution algérienne oblige les institutions publiques à assurer cette égalité. La Constitution algérienne considère que tous les traités ratifiés sont supérieurs à la loi, et l'Algérie a ratifié la plupart des conventions internationales concernant la protection, les droits des femmes et l'accès des femmes aux droits sociaux, politiques et culturels. Nous venons d'adopter, et parce que c'est constitutionnel, nous sommes en train de discuter actuellement à l'Assemblée nationale la loi sur les quotas des femmes, en demandant à ce qu'il y ait 30%, non pas de candidates, mais 30% d'élus, avec l'alternance, et non pas de mettre les femmes en fin de liste. Le débat, je ne vous le cache pas, est assez ardu, parce que la frilosité, malheureusement, elle ne vient pas de la société. La frilosité vient des partis politiques. C'est les partis politiques qui ont du mal à accepter l'idée de quotas. La société est tout à fait préparée dans les quotas. Et quand je dis la société, je suis moi-même professeur d'université, je suis présidente d'une association de femmes, j'ai longtemps travaillé ici avec Maria Graziella dans le cadre de l'IMED. Nous n'avons jamais eu de problème par rapport à la présence des femmes dans l'espace public. J'ai été avocate, je n'ai jamais eu d'incident d'audience où un justiciable a dit « je refuse à ce que cette dame, cette magistrate, rende la justice ». Nous voyons des femmes policières verbaliser des conducteurs, ils n'ont jamais dit « c'est parce que c'est une femme, on refuse le procès ». Donc la société, et lorsqu'il y a 68% de femmes qui sont à l'université, ça veut dire que quelque part, la société est beaucoup plus en avance que la classe politique. Alors, tous les efforts ont été faits. La question que je pose aujourd'hui, pourquoi au niveau de la représentation politique, les femmes sont sous-représentées? Et on a vu dans l'évolution de la représentation nationale, dès qu'il s'agit de désigner, nous avons un quota de femmes important. Dès qu'il s'agit d'élire, le nombre régresse. L'Assemblée nationale, nous avons un nombre de femmes qui reste vraiment problématique parce qu'elles sont élues, alors qu'au Sénat, sur le tiers présidentiel, il y a 7 femmes qui ont été désignées par le président de la République.
Le problème aujourd'hui, la question que nous devons nous poser, c'est également cette représentation des femmes au niveau des instances élues. Alors, je pose une question. Au niveau des communes, sur les 1345 communes algériennes, il y a 3 femmes maires. Et au niveau de la multitude des syndicats que nous avons, puisqu'il y a le pluralisme syndical, il y a pratiquement très peu de femmes au niveau des postes de décision. En notre sens, c'est là que ça se joue. Ça se joue au niveau de la commune et ça se joue au niveau des syndicats parce que c'est là que la femme peut s'imposer pour demander, et c'est notre conviction, demander l'amélioration des conditions dans lesquelles elle peut exercer de la politique. Parce qu'il ne faut pas qu'on se cache la réalité. Les femmes vont moins en politique parce qu'elles sont moins déchargées des tâches domestiques. Et là, je crois que l'implication de l'État, à travers une amélioration des conditions dans lesquelles les femmes exercent leurs activités, et notamment les femmes du Sud, peut-être qu'il faut y réfléchir par rapport aux syndicats et par rapport à la représentation au niveau des instances locales. Alors bien sûr, il y a eu des plans d'action qui ont été mis contre la violence, pour l'intégration socio-économique des femmes, en application des instruments internationaux. Et je voudrais donc, moi, conclure par 4 conclusions. Je voudrais plutôt des interrogations, plus que des conclusions, je voudrais poser des questions. L'Algérie a ratifié pratiquement tous les instruments internationaux, je pense comme pas mal de pays. Est-ce que ça a amélioré la condition des femmes du point de vue de la représentation politique? Très peu. Ça veut peut-être dire que la solution est moins dans la ratification et plus dans l'application et l'applicabilité au niveau local. Et c'est peut-être sur ces questions-là sur lesquelles il faut travailler. Il faut ratifier. J'étais en train de poser en réunion restreinte à mes amis de l'Union européenne pour leur dire j'ai assisté un petit peu à l'émergence de cette rencontre sur la clause de l'européen la plus favorisée. Vous en êtes où? Et on m'a répondu c'est problématique. On n'arrive pas encore au niveau national à la transcrire par des règles et à l'appliquer. Donc il y a un problème d'applicabilité des règles internationales à l'échelle locale. Première remarque et première piste peut-être à... La deuxième piste, c'est que les droits des femmes, les droits politiques, sont indissociables des droits sociaux, des droits culturels et des droits économiques. Une femme qui n'est pas autonome économiquement ne peut pas s'impliquer à l'échelle politique. Et la problématique aujourd'hui que je pose aujourd'hui, parce que c'est l'opportunité, la mondialisation des droits, oui, mais la mondialisation aujourd'hui, telle que nous la vivons, la mondialisation de la finance, est en train d'appauvrir les plus pauvres et d'enrichir les plus riches. Et la fracture économique, la fracture qui va avoir lieu, c'est les pays du Sud et c'est les femmes qui sont les plus vulnérables. Lorsqu'il y a des restrictions budgétaires, c'est les programmes dédiés aux femmes qui vont être charcutés.